Alors on se retrouve ici donc pour le chapitre 1, la réponse immunitaire innée, la plus rapide existant chez tous les êtres vivants pluricellulaires. La réponse, donc différence entre la réponse immunitaire innée et adaptative, on peut le redire. Parce que la réponse innée, elle est rapide, elle est très généraliste, hein, elle est génétiquement déterminée et elle va préparer, ça on verra, elle va préparer la réponse adaptative acquise. Alors là, donc à l'inverse, hein, l'adaptative, donc elle va être plus lente, hein, elle va mettre généralement une semaine à se mettre en place. Elle est beaucoup plus spécialisée et on verra qu'elle est aussi génétiquement déterminée, mais de façon assez différente. On y reviendra. Comment une réponse immunitaire peut-elle donc s'attaquer très vite, immédiatement, à un spectre d'agents pathogènes très large? Alors, la grand A, donc la réaction inflammatoire, ce que nous avons vu dans notre premier TP, hein, les premiers signes de défense. Alors la réaction inflammatoire, bon maintenant vous le savez, hein, elle a 4 caractéristiques qui sont la douleur, les rougeurs, la chaleur et la tuméfaction. À l'endroit donc d'une plaie, hein, par exemple, l'endroit où la peau par exemple est blessée, cette réaction inflammatoire peut se mettre en place, mais elle peut se mettre en place aussi sans blessure. Alors on l'avait vu, hein, la douleur, elle est causée donc par la libération de substances par les tissus lésés et par certaines cellules immunitaires, mais essentiellement par les tissus lésés. Il s'agit donc des prostaglandines qui vont potentialiser le circuit de la douleur, provoquer cette douleur qui est une alarme. La rougeur et la chaleur sont dues à la vasodilatation des vaisseaux sanguins localement et avec comme conséquence donc une augmentation locale, hein, du débit sanguin. C'est fait pour apporter donc les éléments, hein, nécessaires à la lutte, hein, les métabolites et bien sûr les cellules immunitaires, les globules blancs, qu'on appelle aussi les leucocytes. La tuméfaction, eh bien, elle est due aussi à l'augmentation de la perméabilité des capillaires, hein. On va avoir localement une fuite plus importante de liquide, hein, donc de lymphe, et elle va provoquer, hein, ça va provoquer ce gonflement qu'on connaît bien. Alors la réaction inflammatoire aiguë est un mécanisme essentiel de la réaction immunitaire innée. Elle fait suite à l'infection, hein, ou à la lésion d'un tissu et met en jeu des molécules à l'origine de symptômes qui sont stéréotypés, c'est-à-dire toujours les mêmes. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur. On peut s'arrêter un petit instant sur le mot infection, hein. En troisième, normalement, vous avez vu, hein, que la pénétration dans l'organisme d'un pathogène, c'est ce qu'on appelle la contamination. L'infection, ça va être le fait que ce pathogène va se multiplier dans le corps, il va proliférer dans le corps, ou pour certaines bactéries notamment, elles ne vont pas, pour certaines, proliférer dans le corps, mais elles vont répandre une toxine dans l'organisme. Voilà. Donc c'est la différence entre la contamination, qui est l'entrée dans l'organisme du pathogène, et l'infection, qui est généralement sa multiplication ou la libération de toxines. Mais qu'est-ce que cela cache d'un point de vue immunitaire? En quoi ces symptômes vont-ils provoquer une réponse, une défense contre les pathogènes? Et quels sont les médiateurs, hein, chimiques de l'inflammation? Alors, grand 2, reconnaissance et destruction des agents étrangers à l'organisme. Alors, au moment de l'infection, eh bien, les macrophages que nous avons vus, hein, qui sont les monocytes qui se passent dans les tissus, hein, et qui se trouvent en embuscade dans les tissus, mais aussi les granulocytes qui vont pouvoir passer du sang au site d'infection par diapédèse, nous avons vu ça en TP, hein, en passant la barrière, la paroi des capillaires, les cellules dendritiques aussi. Eh bien, ces cellules vont être capables de faire un mécanisme que vous avez peut-être déjà vu et qu'on appelle la phagocytose. Alors, en troisième, la phagocytose, vous la connaissez, vous l'aviez vue peut-être sous cette forme-là. Alors, je vous la lance. Alors, ici, on a un granulocyte. Ici, on a des bactéries. Il y a un contact qui s'établit entre le granulocyte
il englobe la bactérie, il fait ce qu'on appelle une vacuole de digestion, et vous voyez qu'ici il y a des granules qui vont venir fusionner avec la vacuole de digestion, et ces vésicules, étant remplies d'enzymes puissantes, vont digérer la bactérie, et ensuite il y a exocytose, les déchets sont libérés par le granulocyte. Alors le granulocyte ici est donc ce qu'on appelle un phagocyte. Il est capable de faire cette réaction-là. On la reprend. Alors ça, vous devez être capable de schématiser. Hein. Donc il y a contact, formation de la vacuole de digestion. La bactérie se retrouve piégée. Fusion des vésicules à la vacuole de digestion. Digestion du pathogène. Et exocytose des déchets. Voilà, donc ça, vous devez être capable de schématiser ça hein, sous forme de 2, 3, 4 étapes avec ces légendes que vous pouvez retrouver donc ici. Donc, voilà, je vous les passe assez rapidement, comme ça vous pouvez avoir l'ensemble des mots en revenant dessus. Alors, la vraie question, c'est comment se fait la reconnaissance? Comment, en fait, est-ce que c'est possible qu'un phagocyte, que ce soit un macrophage, un granulocyte ou des cellules dendritiques, comment se fait-il en fait qu'elles soient capables de reconnaître un élément étranger? Et la réponse est ici. Je vous laisse lire ici, le paragraphe. Donc en lisant ce paragraphe, vous découvrez en fait que depuis des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'années, en fait, les pathogènes ont été au contact des organismes qui essayaient de se défendre. Et finalement, ces pathogènes, que ce soit les virus, les bactéries, les champignons, ont tous en fait des petits motifs moléculaires qui se ressemblent, hein, ce qu'on appelle les PAMP. Euh, Par exemple, pour vous donner une idée, hein, ici je l'ai dit, avoir le motif du génome de virus. Hein, par exemple, ici pour le Covid-19, eh bien, la réponse immunitaire se fait éventuellement sur effectivement des parties de séquences hein, du génome. En fait, l'organisme est capable de repérer, hein, les phagocytes sont capables de repérer des motifs moléculaires assez communs, assez généralistes. Un peu de la manière dont on reconnaît, nous, par exemple, une voiture, hein, au premier coup d'œil. On n'a pas le détail, on ne sait pas forcément quelle est la marque, le modèle, etc. Mais on reconnaît au premier coup d'œil une voiture, elle a 4 roues, une carrosserie, voilà. Euh, et ces fameux motifs-là, ces pentes, en fait, sont repérés par des récepteurs particuliers qu'on appelle des PRR qui sont possédés donc par les cellules immunitaires, hein, qui sont sous forme de récepteurs dans la membrane. Et PRR et PAMP fonctionnent comme des récepteurs dispositifs, hein, clés serrures, hein, que vous connaissez bien. Alors on peut éventuellement le schématiser euh, sous une forme. On peut par exemple se figurer donc une membrane de phagocytes. Une membrane de phagocytes. Voilà, on va y arriver. Alors on va faire une membrane en noir par exemple. Hein. Ici, on a notre phagocyte qui est au contact, donc par exemple, d'une bactérie.
Et en fait, ce qui va se passer, hein, c'est que là, on va choisir une petite couleur pour ça, voilà. Et ici, en fait, on peut dessiner donc des éléments, ces fameux motifs moléculaires, hein, ces fameux pampes, qui sont assez communs. Alors il y en a plusieurs types, hein, donc on peut se figurer plusieurs types de pampes. Et on va avoir un dispositif donc de clé serrure avec des récepteurs donc enchâssés dans la membrane du phagocyte et qui est capable de repérer cela. Alors, si vous voulez, pour être plus clair, on peut terminer peut-être voilà, faire le phagocyte. Donc ici, il faudrait placer un phagocyte, hein, éventuellement avec son noyau. Okay. Ici, la bactérie pathogène. Ici, les fameux PAMP. Et ici, un récepteur TRR qui est capable donc de reconnaître ces motifs-là. N'oubliez pas bien sûr le titre. Ici, système de reconnaissance des pathogènes par les phagocytes. Alors, l'afflux de cellules sur le site de la contamination, hein, c'est la diapédèse, hein, on l'avait déjà vu, cette diapédèse. Hein. Les cellules sont capables donc de diffuser à travers la paroi des capillaires pour venir sur le site d'infection. Elles sont attirées en fait par les, pardon, elles sont attirées par les cytokines qui sont libérées sur le site inflammatoire. Voilà, et ces cytokines en fait provoquent un véritable balisage hein, pour les cellules. Une cytokine connue pour activer la diapédèse, hein, elle est libérée par les mastocytes. Alors comment est-ce qu'on contrôle la réaction inflammatoire? On avait vu que en médecine, hein, il n'est pas rare hein, qu'on cherche à contrôler la réaction inflammatoire. Eh bien, on le fait en s'attaquant en fait hein, à la chaîne de biosynthèse des prostaglandines. On sait que l'acide arachidonique est transformé en prostaglandine par une enzyme qu'on appelle la COX, la cyclooxygénase. Alors voilà, cette énorme protéine. Et on sait qu'en fait l'acide arachidonique va se loger donc à l'intérieur de cette enzyme et être transformé hein, au contact de quelques acides aminés qui appartiennent à ce qu'on appelle le site actif, c'est-à-dire l'endroit où le substrat se place. Eh bien, cet acide arachidonique va être transformé en prostaglandine. Et que fait en fait l'anti-inflammatoire, l'ibuprofène? Eh bien, on avait vu en TP déjà qu'il vient prendre la place, tout simplement, de l'acide arachidonique comme substrat, sauf que l'anti-inflammatoire, hein, comme l'ibuprofène par exemple, qui est une molécule assez connue, eh bien, ne se transforme pas, évidemment, elle n'est pas transformée en prostaglandine par la COX. Du coup, comme c'est l'ibuprofène qui se fixe plus facilement que l'acide arachidonique, eh bien, on bloque tout simplement la synthèse de prostaglandine. Donc lui n'est pas transformé, hein, l'ibuprofène, et limite donc la protection de molécules inflammatoires, c'est donc un anti-inflammatoire. Bon, voilà un bilan, hein, un possible bilan hein, de la réaction innée, qui existe donc chez quasiment tous les êtres vivants et sous cette forme chez tous les vertébrés. Voilà, alors vous pourrez simplifier éventuellement ce schéma, mais je pense qu'il est intéressant de garder euh, la mouture, enfin le cadre, hein. C'est-à-dire ici de placer les cellules, qui fait quoi, grâce à quelle molécule. Et ensuite on a les actions ici dont certaines sont en feedback. D'accord. Donc ici
Voilà, les cellules dendritiques, par exemple, hein, qu'est-ce qu'elles font? Elles immobilisent le pathogène, provoquent la phagocytose, sa destruction aussi, et elles sécrètent des médiateurs de l'inflammation. Les mastocytes, eux, ne font que de la sécrétion de médiateurs. Les macrophages, pareil, mais ils ont aussi une action phagocytaire, petite action phagocytaire, moins importante que les cellules dendritiques. Et les granulocytes, pareil, sécrétion ici et petite action aussi phagocytaire. Donc les médiateurs chimiques de l'inflammation, ce sont les cytokines qui vont recruter les cellules. L'histamine, qui augmente la perméabilité vasculaire, hein, le gonflement de la zone, provoque le gonflement de la zone, et les prostaglandines, donc, qui provoquent aussi la vasodilatation, et nous l'avons vu, la douleur. Voilà. Donc ça, je pense que, même si vous le simplifiez, je pense qu'il est intéressant de garder cette mouture. Alors, je vais arrêter là cette vidéo pour en reprendre une troisième. On va faire le lien en fait entre la réaction innée que nous venons de terminer et la réaction acquise. Voilà. Donc on se retrouve